voyais des gens arriver qui me disaient « Ah, mais de toute façon, en France, on ne peut pas s'en sortir, c'est trop difficile. » Et en fait, beaucoup de gens sont prompts à se plaindre et ne cherchent pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Oh, forcément, en France, on paye. » En fait, moi, ma démonstration dans tous les rendez-vous que je fais, c'est de montrer que potentiellement, on peut être dans un paradis fiscal. Admettons même avec des petites enveloppes, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choix pour changer la donne et probablement doubler son revenu de manière légale. Votre changement de vie, il tient à un seul courrier des fois. Et on parle de plusieurs milliers d'euros. C'est juste que des fois, par exemple, on va plus payer d'URSSAF. J'ai voulu aller à l'hôpital quand il y avait le Covid, je pouvais pas, j'étais pas vacciné. J'ai voulu mettre mes enfants dans le système d'éducation aujourd'hui, j'y vais même pas. Qu'est-ce que j'utilise? Éventuellement les routes. Très bien, et encore, chez moi, elles sont pas tout à fait en bon état. Un influenceur et tout ça, et le mec, il me disait, en gros, je me rends compte que mon expert comptable lui a fait perdre à peu près 40 000 € par an depuis 20 ans. Il a retrouvé du temps et du cash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à voyager, et aujourd'hui, je crois qu'il a créé 3 centres, en fait, qui hébergent peut-être 250 enfants. Bon, Brice, comment ça va? Eh ben, ça va super, merci. Eh ben, écoute, on est super content de t'accueillir ici. On est, comme d'habitude, pour toutes les interviews à l'espace Colada, dans le centre de Paris. Franchement, merci à eux de nous accueillir avec un très beau décor, avec des alcools de qualité. Des alcools de qualité qui peuvent nous permettre d'oublier un peu le niveau stratosphérique et bolchevique d'imposition dans l'État français. Ça va être un peu un de nos sujets du jour, dirons-nous. Est-ce que tu voudrais te présenter brièvement pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître? Absolument, donc je m'appelle Brice Robin, je suis avocat d'affaires, j'ai 44 ans aujourd'hui, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai ouvert un cabinet d'affaires donc, qui s'appelle Credo Avocat. Voilà, et j'ai une vocation, vraiment une passion à chercher toutes les optimisations légales possibles pour aider les entrepreneurs. Alors ça c'est super, c'est une excellente présentation, parce qu'en fait il faut dire une chose, c'est que quand on crée une entreprise, c'est-à-dire la situation dans laquelle je me suis retrouvé, on se retrouve à discuter avec toutes sortes de personnes qu'on n'aurait pas pensé rencontrer au premier abord, et surtout pas forcément si tôt. Et pourtant on en a besoin, on ne s'en rend pas forcément compte. Et en fait on s'est vraiment rencontrés comme ça, toi et moi à la base, c'est parce que ta femme suivait ce que je faisais, et elle m'a dit mais tu sais, si tu lances une maison d'édition, tu auras besoin de conseils, machin truc. Et moi je me suis dit peut-être que je ne pourrais pas me payer les services d'un fiscaliste. Elle m'a dit mais ne t'inquiète pas, Brice peut t'aider. Alors je crois qu'il y a quand même à la fois chez toi un plaisir d'aider des petits entrepreneurs ou des moins petits entrepreneurs, et aussi une vocation un peu sociale. Ouais, complètement. Disons que voilà, moi j'ai connu dans ma vie justement le fait de venir d'un niveau social bas. Donc j'ai conscience en fait des difficultés des gens, j'ai aussi une compassion naturelle pour les autres, et si je peux aider dans la mesure de mes compétences, je sais que ça peut complètement changer des vies. Donc vraiment j'ai essayé de trouver des solutions clés en main à proposer aux gens qui sont légales, mais qui surtout vont les amener vers d'autres dimensions en termes d'optimisation. Tu l'as dit tout à l'heure, on a beaucoup d'interlocuteurs, mais l'idée c'est de trouver le bon. Et on va entendre de tout. On va entendre son oncle qui a 3 entreprises qui va essayer de donner son bout de conseil, on va entendre l'expert comptable qui va dire « Oh oui, bien sûr, c'est comme ci, c'est comme ça ». On va entendre des fois même des gens qui sont dans des institutions type de chambre de métier qui vont prendre la casquette conseil pour un moment mais qui ne sont pas spécialement formés pour ça. Donc l'idée c'est de trouver les spécialistes qui peuvent donner des informations justes et qui peuvent, au-delà des informations qu'ils donnent, amener des solutions qui vont pouvoir transmettre pour que le client comprennent la taxation qu'il va payer et quel chemin prendre pour justement limiter cette taxation et profiter du fruit de son travail. Oui, c'est super important parce qu'effectivement, le corollaire à un pays qui a beaucoup d'impositions, c'est un pays qui a beaucoup de niches fiscales, d'optimisation, d'interlocuteurs différents, d'administrations diverses avec des degrés de compétences qui oscillent entre le médiocre et l'infâme. Effectivement, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais simplement une structure comme la Giberne, par exemple, n'existe et ne réussit que parce qu'elle est aussi aidée par des gens qui s'assurent que d'un point de vue technique, administratif, fiscal, comptable, etc., les choses sont à la fois carrées et en même temps optimisées. Parce que si on joue le jeu sans faire attention à ça, en France, on se retrouve vite à être à 60-70% d'imposition. Ce qui donne après des mèmes très très drôles sur Twitter avec Nicolas qui paye, etc. Mais fondamentalement, c'est pas forcément très très productif et ça n'amène pas des vies épanouies. Est-ce que peut-être tu as envie de nous raconter un petit peu nous parler un peu de ton parcours, déjà de comment tu es devenu avocat, pourquoi et qu'est-ce qui t'a amené à te mettre au service des gens comme ça, parce que tu es quand même un avocat atypique. C'est vrai, je pense ça comme un compliment en tout cas. Oui, c'est un grand compliment. Le fait est que, moi pour raconter rapidement mon histoire, donc je suis né dans un village de 300 habitants qui s'appelait Janza dans l'Allier, où globalement j'ai été élevé par mes arrière-grands-parents parce que en fait mon père était déjà parti à ma naissance.
Et ma mère, du coup, s'occupait pas spécialement de moi. Donc, j'ai vécu dans un milieu très, on va dire, rural et aussi avec très peu de moyens. Donc voilà, mais néanmoins j'ai été formé par ce que j'appelle les valeurs d'autrefois. C'est-à-dire que vraiment, en ayant mes arrière-grands-parents qui du coup avaient plus de 80 ans quand ils m'ont élevé, le fait est qu'ils m'ont transmis voilà, l'amour du travail, le fait de faire les choses bien, dans l'excellence, le fait de considérer son prochain. Voilà, c'est des choses en fait qu'on des fois... Des choses normales en France, mais autrefois. Que parfois on perd de vue ces derniers temps. Voilà, bizarre, étrangement. Voilà, donc j'ai grandi comme ça et très sincèrement j'étais un élève moyen, sans plus quoi. Donc à un moment néanmoins il y a eu comme une sorte de révolte qui est née en moi où je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas vivre cette vie-là, je vais essayer de me battre pour essayer de construire. Et peu importe les justifications que je pourrais avoir de dire, t'as pas eu de chance dans ta vie, tes parents t'ont pas aidé, peut-être t'ont pas aimé, voilà. J'ai voulu sortir de ça et de me dire, ok, maintenant, aujourd'hui, tu peux faire le choix de vivre une autre vie. Donc, donne-toi les moyens, avec une grande détermination, d'aller chercher ce que tu veux. Donc, à partir de là, dans les études, j'ai validé mon bac et je suis allé en fac de droit. J'avoue qu'en fac de droit, j'y suis allé sincèrement parce que déjà je connaissais 2-3 copains copines qui allaient là-bas. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'est un peu un parcours un peu comment dire qui peut tenter quand on ne connaît pas forcément grand-chose aux études supérieures aussi. Exactement. Et j'ai vu là-bas que j'espérais trouver la justice en fait, mais sincèrement j'ai trouvé que le droit. Donc voilà, ce qui est pas la même chose. Et en fait dès la première année tous mes copains, toutes mes copines ont été éliminés à la fac et moi je suis resté. Highlander, il ne peut en rester qu'un. Exactement. Donc on a franchi un peu tout ça avec la base de leur quickening et on s'est renforcé. Et globalement, voilà, j'ai grimpé, on était 1200 en première année, et en dernière année, au niveau avocat, on était 40. Donc voilà quoi. Oui, c'est un sacré écrémage. Ouais, voilà. Et donc, petit message pour tous ceux qui disent qu'il n'y a plus de méritocratie en France, il y en a une, mais elle est très c'est possible. Moi, franchement, j'ai été boursier tous les ans, en fait. C'est-à-dire que voilà, j'avais pas d'argent, j'ai galéré sur plein de choses. Mon budget, c'était, j'en sais rien, 400 € par mois pour payer le loyer, la voiture, etc. Donc c'est vraiment compliqué. T'étais pas l'étudiant à 1000 € par mois que Macron nous vendait il y a quelques années. Vraiment pas quoi. Donc voilà, je vivais à découvert sur découvert, je faisais des crédits avec remboursement différé, des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est formateur aussi après pour avoir un rapport à l'argent particulier. C'est ça, complètement. Donc après voilà, je suis arrivé dernière année de barreau, donc voilà, j'avais été bien sûr convoqué par le responsable du barreau qui me disait voilà, vous êtes boursier, j'espère que ça ne va pas impacter sur vos résultats, etc. Bon, bref, je lui ai montré que j'avais nettement plus de volonté, du moins à mon sens, que beaucoup de gens qui étaient là-bas. J'ai validé mon diplôme et c'est à partir de là que j'ai essayé de comprendre en fait les besoins des personnes. C'est-à-dire que je suis arrivé dans des cabinets d'avocats où on a essayé de m'apprendre la technique. Donc voilà, j'ai entendu de tout. Voilà, c'est un milieu qui est pas facile. Vous entendez que vous êtes bon à rien, que en gros vous y arriverez jamais, qu'il faudrait des années pour vous former, des choses comme ça. Mais en fait, je pense qu'à un moment il faut se décorréler vraiment du regard des autres tout simplement et de ce que les gens peuvent dire de nous, peu importe. Donc j'ai essayé de rester, disons, fidèle à moi-même. Donc ça m'a occasionné des fois de pas rester dans le cabinet, disait oui, vous rentrez pas dans le moule et tout ça, très bien, mais j'ai voulu vraiment... C'est un compliment d'une certaine manière. Ouais, parfois, il y a un plaisir aristocratique dans le fait de déplaire à des imbéciles. Complètement, donc du coup je me suis dit très bien, et je me suis accroché à me former d'un niveau technique en fait, et à faire 8 ans dans des bons cabinets d'avocats, et après aller 8 ans chez des experts comptables, parce que je voulais justement acquérir cette double compétence, d'une part en juridique, et d'autre part sur la partie finance comptable, qui est vraiment complémentaire au métier d'avocat. C'est ça que les gens ne mesurent pas forcément, parce que beaucoup de gens se disent que j'ai un expert comptable, ça va, je gère, etc. Alors qu'en fait, le niveau de l'expert comptable n'est très souvent pas suffisant. Il est à peine suffisant pour te faire jouer le jeu comme l'État voudrait que tu le joues, c'est-à-dire pour payer le plus d'impôts possible. Et dès qu'on commence à parler d'optimisation, l'expert comptable se met à parler javanais, quoi. Disons que souvent on a entendu ça. Je pense que là, je vais parler, vous entendrez certaines phrases qui pourraient sortir de la bouche de votre expert comptable. Mais voilà, j'en ai rencontré des très bons, hein, franchement. Mais oui, bien sûr, il en existe. Hein. Voilà, mais je dis souvent, les experts comptables peuvent être des généralistes, là où on est, nous, des fois, des spécialistes. Pourquoi ? Parce qu'on est formé et en fait, tout notre esprit, il est tourné vers l'optimisation. Légal, bien entendu. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais ce qu'on va vendre, quelque part, et les solutions qu'on apporte, c'est vraiment quelque chose qui va analyser en profondeur les choses. Et souvent, on entend chez les experts comptables, par exemple, « Ah bah monsieur, si vous voulez prendre de l'argent, c'est soit une rémunération, soit des dividendes, par exemple. Oui. » Bah non, en fait, quand je veux prendre de l'argent, en fait, il faut que je pense en termes de revenus, et pas en termes de rémunération. C'est pas la même chose. Ça veut pas dire pour autant que je vais sacrifier ma protection sociale. Ça veut dire que je vais réfléchir à comment pouvoir sortir cet argent-là avec la moindre taxation possible. Ouais, ça c'est un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important pour beaucoup d'entrepreneurs en France aujourd'hui, mais pas que aussi, hein, pour beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur patrimoine, sur comment ils peuvent l'optimiser, tout ça.
pour parler un peu plus des entrepreneurs, souvent il y a un peu un déclic chez les gens qui les amène à se dire attends mais je peux peut-être vivre ma vie autrement ou lancer un projet autrement. Est-ce que tu dirais que pour toi il y a eu quelque chose qui t'a fait te dire tiens j'ai envie d'être ce type d'avocat fiscaliste, j'ai envie d'aider les gens parce que telle ou telle histoire m'est arrivée? Bah, j'avoue, ouais, disons que la première chose, c'est que sincèrement, j'ai été dans des cabinets d'avocats et j'ai pas voulu ressembler forcément à l'avocat traditionnel. C'était une mentalité qui n'était pas la mienne. À tort ou à raison, mais j'ai pas réussi à m'assimiler, disons, à ce fonctionnement-là. Donc, j'ai essayé de garder une authenticité, peu importe le prix, en fait, dans ce que j'étais, et essayer de m'auto-former au maximum pour pouvoir acquérir le plus de compétences possible, le plus rapidement possible. Donc, ce qui a créé un petit peu cette motivation-là, c'est que j'ai des histoires où globalement je voyais des gens arriver qui me disaient « Ah mais de toute façon en France on ne peut pas s'en sortir, c'est trop difficile ». Et en fait beaucoup de gens sont prompts à se plaindre et ne cherchent pas vraiment de solution. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Oh forcément en France on paye ». Et en fait moi ma démonstration dans tous les rendez-vous que je fais c'est de montrer que potentiellement on peut être dans un paradis fiscal. Ça choque les gens. Ils vont dire « La France c'est ce que dit Xavier Niel aussi et ça avait fait péter des câbles à beaucoup de gens cette phrase. C'est ça. Et en gros les gens croient que « Ah mais c'est forcément pas légal » ou alors c'est pour les grosses boîtes ou alors voilà c'est pas quelque chose qu'on peut trouver. Ou ça va coûter très très cher. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il y a plein d'objections qui vont se poser dans la tête de la personne et j'ai envie de dire, bah très bien, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait dans votre vie? Est-ce que vous voulez travailler pour l'État? Est-ce que vous voulez profiter du fruit de votre travail? Et en fait, quels moyens vous voulez mettre en face? Est-ce que simplement vous avez la compétence, la capacité, l'intérêt, l'envie de considérer les solutions potentielles? Après, vous faites votre choix, mais sachez il y a plein de gens aussi qui vont dire, par exemple, moi je suis un petit entrepreneur, je croule sous les dettes, je croule sous les charges. En fait, ils vont entre guillemets attendre trop tard, c'est-à-dire le moment où ils sont déjà pris à la gorge et harcelés par toutes les administrations possibles pour se dire mais en fait c'est pas possible, le jeu est pas jouable, etc. Oui, parce que t'as fait un build pas du tout adapté au niveau de difficulté dans lequel tu évolues, c'est ça que la vérité. C'est ça, nous on a optimisé même des fois est-ce que c'est réservé aux grosses boîtes? Non, moi je sais pas, j'ai un électricien en tête là où globalement il faisait 40 000 € de prestations de services à l'année, donc c'est un chiffre disons raisonnable. Oui. Bah, en fait après optimisation, le gars il a augmenté son net de 1 400 € par mois à 2 000. Voilà. Bah, mine de rien, c'est beaucoup. Ça change complètement la vie, il passe d'un SMIC à un salaire moyen français quoi, pour aller vite. Donc grâce à ça, il a pu emmener sa fille faire différents loisirs, c'était son objectif et aujourd'hui bah, il travaille, disons, quand il va au travail le matin, il est fier de pouvoir offrir ce qu'il a à offrir à sa famille. Bah, c'est bien parce qu'en plus c'est un noble métier, c'est un métier d'artisan. Alors du coup, oui, la deuxième partie de ma question, c'était est-ce qu'il y a eu un déclic précis, un moment où tu pourrais dater en te disant tiens ça vraiment, c'est ça qui même peut-être rétrospectivement, c'est ça qui a fait ce que je suis aujourd'hui quoi. Ouais, bah disons que alors il y a deux choses qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. La première, c'est de trouver que en fait ma petite vie, elle avait peu de sens si jamais je travaillais pas pour quelque chose de plus grand. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième, c'est quand j'ai eu cette réflexion vraiment personnelle à sortir justement des cabinets d'avocats et des cabinets d'expertise comptable et de dire, OK, maintenant je suis prêt. Là, on est en 2019 quand je dis ça. Et quelle est l'identité spirituelle ou l'identité réelle ou l'identité d'entreprise que je vais créer dans ce cabinet? Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, est-ce que ça va être une cash machine? Je vais essayer de faire des sous, voilà, c'est le but. Est-ce que je vais essayer de devenir une star ou je ne sais quoi encore? Parce que des fois, il y en a qui ont un peu les égos comme ça. Pas du tout. Donc, je me suis dit, OK, je veux quelque chose qui ait du sens, en fait. Et pour trouver du sens, j'ai voulu être simplement utile en termes de service aux gens que justement auxquels je devais fournir cette prestation-là pour qu'ils voient un changement dans leur vie. Donc c'est vraiment mettre à disposition toute la technique qui a été acquise pendant 20 ans pour trouver ces optimisations légales et j'ai envie de dire transformer leur vie au moins sur ce point. Parce que quand on enlève la difficulté financière et que vraiment on peut vivre sa vie, disons qu'on règle la question un petit peu de l'argent, après, on a déjà un fardeau en moins sur les épaules. Oui, tout à fait. Ça me fait penser, pour prendre une allégorie un peu de ça, ça me fait penser à la nouvelle de Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. C'est l'histoire d'un mec qui plante des arbres toute sa vie et en fait, il transforme une vallée qui est complètement inhabitable en paradis luxuriant. Et d'une certaine manière, arranger la fiscalité, c'est-à-dire ce que l'État vous prend, ça vous permet de garder plus, ça vous permet donc de transformer votre vie et de la rendre vivable et donc après de lancer un mécanisme aussi de gratitude vis-à-vis de la vie qui donne envie de redistribuer aux gens et de redonner. Je crois que pour toi, l'humanitaire, les dons, les associations, c'est quelque chose qui est assez important. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu ou... Oui, bien sûr. Donc, effectivement, voilà. Par exemple, nous, on a créé une association humanitaire qui fait qu'on va construire en fait des écoles. Donc là, on a construit une école, par exemple, au sud de Madagascar. On est à côté de
Toliara, donc c'est Tuilears, on est à Miary. Et voilà, c'est un petit début. On a construit une école, dedans il y a 2 classes, là il y a une 2e classe qui va être à la rentrée. Pourquoi on fait ça? Parce que au-delà de l'optimisation, ça a du sens. Et pour vous, c'est pas grand-chose. Quand je vais vous dire, ouais, bah, c'est 10 000 € à l'année, par exemple. Ouais. Vous allez me dire 10 000 €, bon, bah, c'est pas grand-chose. Mais en fait, pour eux... Il y a beaucoup de gens pour qui c'est énorme, d'ailleurs, ouais, même en France, d'ailleurs. Mais pour un entrepreneur, admettons. Ouais. Mais en fait, là-bas, ça fait vivre en fait 25 enfants et 5 professeurs. Ouais. Et c'est le budget annuel. Ouais. Donc, mine de rien, en fait, c'est pour un cabinet, par exemple, on peut donner 10 000 € et même bien plus que ça pour changer la vie. Et même si pour nous, c'est pas énorme, pour eux, là-bas, bah, ils ont un repas quotidien, ils ont une éducation et en fait, un espoir de vie qui est complètement différent. Puis tu transformes leur vie aussi, tout simplement, parce que c'est pas juste tu leur donnes c'est pas un hospice, c'est une école, donc ils se forment et ils deviennent aussi des gens plus compétents pour leur pays. Enfin, tout ça est très positif. Et en fait, c'est un truc dont on parlait un peu en off avant cette interview, c'est aussi toute la dynamique d'avoir beaucoup reçu et avoir envie de donner après. Et c'est quelque chose qui se matérialise beaucoup chez les entrepreneurs qui ont réussi, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si tu as un recul un peu là-dessus, mais... Ouais, bah, je pense, ouais, effectivement, disons que... Ouais, moi je me sens heureux dans ma vie en fait d'avoir la position de contributeur utile, je pense, vis-à-vis des clients que j'ai et puis d'autres personnes encore. C'est que simplement, à un moment, je crois qu'il ne faut pas rester au centre de sa propre vie et en allant justement chercher quelque chose de plus grand, bah, moi j'ai eu ce cœur à avoir une compassion envers les autres et à me dire, ok, comment est-ce que je peux être utile pour ces personnes-là et quel est vraiment le point de blocage qu'ils ont dans la vie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, voilà, on sait que c'est pas légal, c'est pas possible, ça va coûter trop cher. Bref, on connaît les objections classiques. Ouais. Et en fait, en leur démontrant que ah non, en fait, c'est légal, ça coûte pas forcément plus cher. Sur ce point, moi, je dis souvent, quand quelqu'un me paye quelque chose, il gagne x10 dans l'année. Donc à partir de là, il y a... Parce que même si en fait quelqu'un vient te voir, tu lui factures, je sais pas, plusieurs milliers d'euros, mais qu'en fait lui il gagne 10 000 € d'impôts par-dessus, et que c'est récurrent tous les ans, il a fait la démarche une fois, et après c'est voilà, il a complètement gagné. Et c'est là où les gens se rendent pas forcément compte que en fait ça doit être tu dois investir dans ton optimisation fiscale en fait, d'une certaine manière. Et encore une fois, c'est 100% légal, c'est 100%... et c'est parfois perturbant à tel point, c'est facile. Quand par exemple tu m'avais aidé pour la Giberne, c'était 3-4 lettres qu'il fallait envoyer avec des dates précises à des services précis, etc. Et une fois qu'on sait ça et qu'on frappe juste, il n'y a pas besoin, c'est pas des mois et des mois passés à remplir des dossiers, je sais pas quoi. C'est pas une demande de subvention, c'est vraiment des régimes particuliers qu'il faut demander, quoi. C'est sur la base de faire une démarche. Exactement, c'est vraiment ça. Disons que des fois, votre changement de vie, il tient à un seul courrier des fois. Ça, c'est fou de croire ça, mais pourtant c'est vrai. Et on parle de plusieurs milliers d'euros. C'est juste que des fois, par exemple, on va plus payer d'URSSAF, par exemple. Bah, ça, c'est incroyable. Les gens ils disent, oh bah moi, si je pouvais plus payer d'URSSAF, je le ferais. Bah, c'est possible, par exemple, et de manière légale, et en validant quand même ses trimestres de retraite quand on en paye un petit peu. Voilà, il y a des solutions par rapport à ça. Après, ça dépend si tu veux de la retraite ou pas. Ça, c'est bah, j'ai envie de dire, si je veux de la retraite, même si je veux de la retraite, il vaut mieux que je récupère l'argent maintenant, parce que si je compte sur le système de retraite, ça va être compliqué. À l'inverse, si j'ai le capital tout de suite, parce que je garde 100% quasiment de mon revenu ou pas loin, bah, je vais pouvoir le placer pour créer ma propre retraite. Oui, c'est ça, exactement. C'est deux écoles qui se mettent côte à côte. Est-ce que tu as envie de donner un peu quelques chiffres pour que les gens se rendent bien compte, pour qu'ils voient un peu le nombre de boîtes que tu accompagnes, les secteurs, depuis combien de temps, combien de collaborateurs, tout ça, ça peut être utile, je pense. Ouais, c'est un problème. Donc, en gros, par rapport donc ma typologie de clientèle, en gros, ça va de la TPE à 30 000 € de chiffre d'affaires à un groupe, ou plusieurs d'ailleurs, qui font entre 50 et 80 millions d'euros, quoi, à peu près. Donc vraiment, le spectre, c'est plus un spectre, c'est une moisson de batteuse, là. C'est ça. On accorde autant de temps à l'un qu'à l'autre. C'est notre marque de fabrique. Disons que c'est pas parce que le gars, il dit oui, moi, je verse tant d'honoraires par an qu'on va forcément lui accorder le travail VIP, vraiment. On fait notre travail VIP dans tous les cas, en gros. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau chiffre, globalement, la typologie classique de gens qui viennent nous voir font à minima sur les petits dossiers, on est au moins à 10-15 000 € sans problème de gains par an, sans problème, quoi. Après, sur les dossiers un petit peu plus moyens, je sais pas, avec une enveloppe peut-être de 60-80 000 €, admettons qu'on parle de rémunération et de charges inclus ou d'IS par exemple là-dedans, vont repartir avec 20-30 000 € sans problème. Et après, on a des optimisations qui montent à 50 ou 100 000 € de taxation quand on commence à avoir des boîtes un petit peu plus grandes, quoi. Ça fait quand même très plaisir pour tous ces gens. Et est-ce que tu as déjà eu l'idée d'essayer d'optimiser combien d'argent tu avais fait gagner globalement à tous tes clients sur une année, par exemple? Ouais, sur une année, franchement, alors si je devais dire, globalement, à mon avis, par exemple, si je prends 2024, alors je ne serais pas tout à fait précis parce que je n'ai pas tout en tête. Oui, mais j'ai une estimation même qui peut être large. Hein. Ouais, je pense au moins...
Ouais, plus de 2 millions d'euros sans problème. Voilà, ça c'est carré quand même. Ouais. ça fait vraiment plaisir parce que je pense que pour avoir discuté maintenant avec pas mal d'entrepreneurs dans toutes sortes de secteurs, y compris des gens qui ne sont pas du tout dans mon domaine, dans mon corps de métier, il y a quand même une chose vraiment récurrente, c'est une forme d'agacement et même de rancœur vis-à-vis de l'administration fiscale, et parce que tout simplement ils connaissent tous des gens qui ont tout perdu ou qui ont été poussés à des extrémités tragiques et terribles, ou qui ont été malades, ou enfin voilà, et parce que en fait ils n'ont pas pu gérer les sollicitations qu'ils avaient là-dessus. Je pense que il y a un aspect vraiment très social qui est sous-estimé de beaucoup de tes confrères. Ouais, c'est ça. Bah, disons qu'on croit que c'est que des histoires dessous les entreprises. En fait, non, c'est des humains. En fait, c'est des chefs d'entreprise qui ont des familles derrière. C'est des gens qui bossent comme des cinglés la plupart du temps. Bah, c'est des gens simplement qui veulent profiter de la vie et bénéficier du fruit de leur travail, tout simplement. Tout à fait. Donc à partir de là, ils essayent, si vous voulez, de trouver des axes qui permettent d'économiser de l'argent, parce qu'on dit souvent que le chef d'entreprise c'est le dernier à être payé. Bah, si l'enveloppe à la fin elle est que de, je sais pas, 6 000 euros, bah, en gros on a 500 euros par mois, donc 500 euros par mois c'est un peu difficile. On sait qu'au RSA on les aurait sans rien faire. Donc là l'idée c'est justement admettons même avec des petites enveloppes, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choix pour changer la donne et probablement doubler son revenu de manière légale. Il ne faut pas croire que c'est si compliqué que ça. Évidemment il faut connaître les recettes un petit peu de tout ça. Mais je sais pas, je pense que je peux donner 2-3 exemples peut-être. Ouais, c'est intéressant. Donne un peu des exemples si tu as le droit de donner des exemples. Ouais, alors pas nominatifs, mais en tout cas, je peux donner des exemples types que, par exemple, les auditeurs vont pouvoir reconnaître. Un président de SAS, par exemple, bah voilà, combien je paye de cotisation? Je paye 83% à peu près sur ma rémunération. Tout à fait. Donc en gros, ça veut dire quoi? Si je prends 5 000 euros net, bah, j'ai 4 000 euros d'URSSAF. Ouais. À partir de là, ça veut dire que, mon enveloppe, elle était de 9 000 au départ, et l'État, sur le fruit de mon travail, a pris quasiment la moitié. Ouais, c'est le fameux, on est à 50% de taxation avant même de commencer à parler de ce que tu as, quoi. C'est exactement ça. Donc ça, après, plus impôt sur le revenu, bien sûr. Donc voilà, après, si je suis gérant de SARL, bah, je suis quand même à 46-47% plus impôt sur le revenu. Donc ça peut faire drôle aussi, mine de rien. On a quand même une grosse partie de l'enveloppe qui saute. Après, on a les micro-entreprises, où les gens disent souvent, bah, le micro-entreprise, c'est forcément le top. En France, c'est le moins taxé. Disons que ça peut correspondre à certaines situations. Mais le fait est qu'il y a quand même des plafonds, on passe pas de charge et on a quand même 25% et c'est en train de monter. Et en plus, on est imposé pas sur son bénéfice, mais sur son chiffre d'affaires. Et ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Mais quand vous faites des prestations de service, ça va. Mais dès que vous commencez à vouloir vendre quelque chose, un objet physique, ça devient très, très, très compliqué. Et les gens ne se rendent pas forcément compte. Et du coup, ils se retrouvent en fait taxés. Selon le coût de leur matière première, ils peuvent se retrouver taxés à 80% quoi, s'ils font pas gaffe à ça. Et donc voilà, les gens qu'on va par exemple optimiser vont passer de ces 50% de taxation et plus, j'ai presque envie de dire, à une taxation raisonnable, voire en fait la taxation qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux d'optimisation, en fait, qui sont tous légaux, mais qui vont correspondre à un profil de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir me voir et vont me dire « je veux rien payer », par exemple. Très bien, à ce moment-là, on a des solutions qui permettent de sortir effectivement 50, voire 100 000 euros sans taxation. Je dis bien sans taxation. Et à 50 ou 100 000 euros par an, net dans la poche, j'aime autant dire que les gens vivent très très bien. C'est ça. Et ça change leur vie parce qu'en fait, il n'y a même pas d'impôt sur le revenu quand je dis ça, qu'on soit bien d'accord. Et du coup, j'ai pas pour autant sacrifié ma protection sociale et tout ça. Donc voilà. Mais c'est des solutions, quand j'entends ça, j'entends déjà des gens là qui pensent, qui me disent c'est pas possible, c'est pas légal, etc. Moi, c'est ce que j'ai cru au début quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, mais parce qu'en plus, tu viens me voir avec des solutions, j'en parle à mon expert comptable me dit, mais non. Et je suis là. Pourtant, il dit que si. Donc, on vérifie. Au bout d'un moment, l'expert comptable finit par dire allez, vas-y, on va le faire. Et en fait, ça s'est avéré être extrêmement gagnant. Alors qu'encore une fois, c'était des choses simples. Alors, j'ose même pas imaginer ceux qui disent carrément qu'ils veulent rien payer et qui sont prêts à des montages un peu plus compliqués, tout en restant bien sûr dans la légalité. Là, à mon avis, il y a moyen de faire carton plein. Et tout en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de partir à l'étranger, d'utiliser des trucs spécifiques. En fait, il suffit juste de prendre le code général des impôts, de prendre quelques notions de droit civil, de droit des sociétés. On met tout ça en commun et ça donne des solutions. Et par exemple, voilà, on peut, je ne sais pas si je devais dire des résultats, par exemple, dans une enveloppe à sortir à 50 000 euros, par exemple, on peut tout à fait arriver à une taxation moyenne de 10-15% en tout, impôt sur le revenu inclus, là où on va payer 50% et plus en temps normal. Donc l'idée, c'est de ne pas rester sur des montages classiques, il faut sortir un peu de la box avec des options qui sont un peu spécifiques et qui vont vraiment permettre d'aller chercher une performance qui font qu'au lieu d'avoir, admettons, mes 50 000 euros qui se font couper en deux parce que j'ai les taxations au milieu, je vais potentiellement avoir peut-être
35, 40, 45 000 euros net sur 50, ça change déjà la donne en termes de revenus mensuels. C'est vraiment important, et surtout c'est important. Moi j'évolue dans un secteur qui est celui de la culture, où traditionnellement on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent dans la culture, que c'est compliqué, etc. etc. Si non seulement il n'y a pas d'argent, mais qu'en plus l'État vient se gaver par-dessus pour soi-disant redistribuer en subvention ou en aide à côté, alors qu'en fait c'est cataclysmique, en fait on s'en sort pas. Et je pense qu'il y a vraiment un déficit de formation un peu des entrepreneurs, ou en tout cas même de formation sur l'argent en général des Français, qui fait qu'ils ne se rendent pas compte à quel point il y a des choses qui peuvent être faites et qui peuvent parfois, parce que c'est quasiment comme si c'était un péché d'optimiser, alors qu'en fait parfois c'est la condition sine qua non pour que des secteurs d'industrie deviennent prospères ou retrouvent leur prospérité perdue. C'est ça, disons que la loi en France elle nous amène dans une accusation un peu permanente de dire c'est normal, en France on n'a pas le choix, il faut bien, moi je vois souvent les commentaires des fois sur des réseaux sociaux de gens qui disent oui t'es bien content d'utiliser l'éducation, les routes, etc. Et en fait je dis pas qu'on veut rien payer, en fait je dis qu'on finance, et on finance probablement plus que ces gens qui font ces commentaires-là. Déjà, on paye de la TVA sur les produits qu'on achète aux prestataires. Enfin, il y a plein de trucs. Donc, par exemple, quoi. Et en plus, il n'y a pas que ça, quoi. Disons que non seulement on veut payer quelque chose, c'est sûr, mais après, est-ce que vraiment, dans la France qu'on connaît maintenant, on bénéficie de tous ces systèmes-là? Moi, j'en sais rien. J'ai voulu aller à l'hôpital quand il y avait le Covid, je pouvais pas, j'étais pas vacciné. Donc, dommage pour moi. J'ai voulu mettre mes enfants dans le système d'éducation aujourd'hui, j'y vais même pas. C'est de la folie. Non, mais je comprends très bien. Donc, à partir de là, on est obligé de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise? Éventuellement les routes. Très bien, et encore, chez moi, elles ne sont pas tout à fait en bon état. C'est vrai que, après, en France, on n'a pas les pires routes d'Europe, parce que je sais qu'en Allemagne, c'est terrible, mais oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et alors, toi, vraiment, comme tu as une logique très particulière qui est quand même d'aider les gens, de traiter tout le monde de la même façon, etc., peut-être qu'on peut en dire un mot, c'est quand même, chez toi, adossé à une vision, disons, philosophique, j'ose pas dire mystique, mais en tout cas chrétienne en fait du monde. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu pour ceux qui nous écoutent? Et je pense que c'est des valeurs qui peuvent résonner aussi. On a tendance un peu à opposer parfois l'entrepreneuriat et le monde chrétien, alors qu'en fait, ça devrait pas forcément, quoi. Complètement. Disons que voilà, on peut être dans l'objectif et néanmoins comprendre le subjectif, quoi. Voilà, vous êtes influencé par l'un et l'autre, ça veut pas dire qu'on est fou, qu'on est un fanatique, qu'on est voilà. En gros, moi, clairement, j'ai rencontré Dieu à un moment dans ma vie, voilà, et je m'en souviens. Là, pour le coup, il y avait vraiment un moment où, pour l'anecdote, je dis, voilà, j'étais en train de faire une partie de jeux vidéo, et vraiment, à l'époque... Dieu arrive comme ça, il arrive sur la messagerie PSN, quoi. Sur l'écran, quoi. Donc, non, je plaisante. Mais voilà, disons que voilà, j'étais pas, et moi voilà, je suis pas né croyant, voilà, même à la limite j'étais un peu défiant quand j'étais ado, je disais ni Dieu ni maître, je voulais pas croire en Dieu, etc. On a tous eu 16 ans, on a tous été athées. C'est un peu ça, des fois on se dit, on définit la réalité avec notre petit cerveau de l'époque, et voilà, ça va pas du tout. Bref, donc à un moment, vraiment, j'avais une conviction intérieure qu'il fallait que je m'intéresse à Christ, voilà, quel était le message, et je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai ça dans ma tête, j'étais en train de faire ma partie tranquille et tout ça, et vraiment ça m'a pas lâché de la journée. Et donc je vais aller chercher une Bible et j'ai commencé à lire, c'est la première fois que j'y touchais, et je voyais justement, les valeurs qui étaient dedans, et je me disais, mais c'est incroyable, mais si c'est vrai, admettons, très bien, je vais faire une prière impossible. Donc j'ai dit, très bien, alors ma prière était de l'époque de rencontrer la femme de ma vie avec une liste de 10 critères qui étaient pour moi importants à l'époque. D'accord. 15 jours après, je rencontrais ma femme qui était encore, du coup, dans des conditions pas possibles, et j'ai commencé à croire, et après j'ai demande et tu obtiendras. C'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, je dirais que à partir de 30 ans, j'ai cherché du sens dans ma vie, au-delà de tout ça, et j'ai trouvé vraiment une réponse en Dieu. Et je pense que les piliers de valeurs chrétiennes sont les piliers de toute façon de la France, et sont des piliers qui sont vraiment utiles même aux entrepreneurs. C'est des choses qui donnent accès à l'excellence par exemple, où vraiment on va essayer d'accès là-dessus, sur aussi j'ai envie de dire l'amour d'autrui, disons la bienveillance qu'on va avoir dans la démarche envers l'autre, c'est des choses comme ça. Le fait d'être sérieux aussi dans ce qu'on fait, et puis le fait de bien travailler. Je crois dans ces piliers-là, et c'est, je pense, ce qui m'a valu d'être, disons, un peu reconnu par les autres et d'obtenir la confiance d'autrui. Voilà. Ouais, je pense que c'est des choses très importantes. Alors on pourrait en parler vraiment longtemps, parce que c'est vraiment des sujets à mon avis qui sont assez importants, notamment toute l'éthique catholique du travail, l'éthique protestante du travail, enfin les intérêts, les différences. Historiquement, c'est vraiment super intéressant. Mais peut-être
pour avancer un petit peu, parler quand même peut-être de l'aboutissement de toute cette réflexion, parce que après avoir aidé des tas et des tas, et continuer d'ailleurs à aider des tas et des tas d'entrepreneurs, tu as décidé de franchir un cap relativement récemment avec la création d'un réseau bien spécifique. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu plus en détail? Oui, bien entendu. Donc voilà, en gros, on a créé Credo Avocat en 2019. Ça, c'est mon cabinet d'avocats. C'est là-dessus, en gros, que je base du coup les clients que je sers sur la partie optimisation d'entreprise. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour créer des SARL ou des SAS. On crée vraiment des solutions adaptées qui opèrent en fait des gains importants d'un point de vue taxation. Suite à ça, on a remarqué que quand on avait fini la prestation, les gens avaient leur optimisation, mais il y avait tout un environnement autour où il n'y avait pas de réponse. Par exemple, typiquement, quand j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Oui. Alors bien sûr, si vous allez voir les banques, ils vont vous dire « tiens, on va placer... » J'ai un livret à 2,1% sur 6 mois, est-ce que ça t'intéresse? Et c'est une opportunité, comme ils disent. Voilà. Donc voilà, donc clairement à 2,1%, comme je réponds... Tu peux pas l'inflation déjà, frérot. Donc, c'est pas possible. Donc voilà, on a essayé en fait de regrouper des entrepreneurs, des experts, et en fait de créer un écosystème qui va être utile à l'entrepreneur au-delà même de notre mission. C'est-à-dire qu'on n'est pas au centre du réseau, on va regrouper plusieurs personnes qui seront par exemple des gestionnaires de patrimoine, qui vont être pour le coup des experts comptables, voilà, des avocats, des notaires, des gens qui sont aussi spécialisés dans tout ce qui est numérique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des tunnels de vente, ils vont faire des pubs Facebook, évoluer avec l'intelligence artificielle, tout ça, créer un petit peu cet écosystème autour de l'entrepreneur, axer ça sur les valeurs chrétiennes, comme on a dit tout à l'heure, de bienveillance, vraiment, et organiser, disons, des événements et des rendez-vous réguliers qui permettent, pas comme un simple réseau peut-être, mais justement d'aller faire un petit peu du one-to-one, de connaître un peu les membres, vraiment, et de voir en quoi on peut leur être utile, quels sont leurs besoins, en quoi le cerveau collectif peut répondre à leurs attentes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça s'appelle Optibiz. Optibiz. Alors moi, je suis très très fan de la mascotte, qui est une jolie petite abeille. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière derrière l'abeille, parce que c'est quand même un animal qui est pas anodin? Ouais, il y a beaucoup de choses en fait sur l'abeille, mais globalement, ce que peut-être on pourra en retenir, c'est que vous connaîtrez tous de toute façon le symbole, voilà, de la ruche, le fait de travailler justement pour quelque chose de plus grand. L'abeille est besogneuse, elle fait du travail, elle regarde pas à la charge. Donc il y a ça. Ensuite, dans les signes historiques, il y a beaucoup de choses aussi. Et voilà, au niveau de Napoléon, il avait choisi... C'est ça que je pensais aussi, effectivement. Voilà, c'est ça. Il avait vraiment choisi sur son drapeau, c'était un animal qui... Voilà, un insecte qu'il avait vraiment retenu. Puis qui brille, qui dort, qui symbolise la vie, la transmission, il y a beaucoup de choses quand même. C'est ça, il y a même des images un petit peu bibliques qui pourraient découler de tout ça. Donc vraiment, quand on a pensé justement au mot en anglais, à biz, par rapport au biz pour business, on s'est dit pas mal. Et après, on a essayé de donner un nom à cette mascotte. On l'a appelé donc Opti. Et donc Optibiz est né. Optibiz est né. Alors, Optibiz, ça a été fondé donc il y a pas très longtemps, en 2024. Même pas. En fait, 2025, début 2025. Début janvier là. Donc, début janvier. D'accord, c'est simple, c'est bien pour le retenir. Vous avez déjà combien de membres à peu près? À peu près 70. 70 membres, et c'est en croissance. Donc, c'est ça. Alors en fait, le modèle, c'est que les gens payent un abonnement pour rejoindre, et qu'en échange, ils ont accès à donc à plein de séminaires virtuels et physiques. Ils ont accès à des conseils, des articles, des discussions, du réseautage entre membres, etc., etc. Qu'est-ce que si tu devais expliquer à quelqu'un l'intérêt que présente Optibiz par rapport à d'autres réseaux entrepreneuriaux qui peuvent exister, qu'est-ce que tu devrais lui dire en 3-4 points comme ça rapidement, quoi? Disons que je dirais que déjà on a développé une application en ligne complète. Donc l'application mobile, elle est quand même sympa. On a intégré de l'intelligence artificielle dedans, donc il y a tout ce qu'il faut en termes d'annuaire. On produit des contenus réguliers sur des thèmes vraiment spécifiques. Là, l'idée, c'est d'aller... la deuxième spécificité au-delà de l'application, c'est qu'on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de sujets techniques. Par exemple, j'en sais rien, le code du emailing ou des choses comme ça. On va parler, je sais pas, un tunnel de vente, quels sont les axes principaux, des choses comme ça. On va parler aussi même de développement personnel. En gros, voilà, comment on va pouvoir faire... Le mindset. Le mindset cher aux entrepreneurs. Exactement. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Après, il y a quand même une bonne compétence au niveau des experts dans différents domaines qui font qu'on va rentrer en rapport avec des gens qui sont là pour qui ont un bon niveau conseil et qui peuvent vraiment amener une valeur ajoutée. Ça, c'est quand même sympa. Et après, je dirais que pour le prix, c'est environ une 50aine d'euros par mois. C'est accéder à quelque chose qui va nous challenger et qui va nous permettre d'aller dans un état d'esprit de croissance. Et donc, qui va nous interpeller sur... Encore une fois, c'est assez vite rentable parce que quand tu es entrepreneur et que tu cherches un expert comptable, un notaire, du conseil fiscal, que tu cherches à te rassurer sur telle ou telle procédure, parce qu'il y a des articles aussi sur que faire en cas de contrôle fiscal ou comment optimiser son entreprise ou comment... il y a des tas de choses qui peuvent être aussi sur des thématiques qui angoissent beaucoup les entrepreneurs, et c'est assez vite intéressant pour eux d'avoir un retour là-dessus.
Quelles sont un peu les perspectives de, comment dire, pas de croissance, mais les choses que vous voulez ajouter au fur et à mesure pour donner un peu une petite vision de l'avenir, quoi, votre vision à quelques mois, quelques années? Là, globalement, ce qu'on a en tête, c'est que beaucoup de gens nous disent hey, on a un peu de sous, mais bon, on ne veut pas les placer justement à 2,10%, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez des solutions? Donc, ce qu'on va faire, on va créer un lab d'investissement. On va garantir, par exemple, 10% minimum, de manière sécurisée. C'est pareil à 10%. Ouais, parce qu'en fait, on sait qu'on peut faire bien plus que ça. En fait. Voilà, on a, disons, développé pas mal de compétences avec tout ce qui est intelligence artificielle, la crypto et autres. Et donc, on sait qu'on peut aller chercher les 15-20%. Pareil sur de l'immobilier, on a des solutions, on va dire, dans l'immobilier qui rapportent bien plus que 10%, contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet. Donc, on est à l'aise avec ça. On sait qu'on va pouvoir tenir les 10 sans problème. Donc, on va proposer un lab d'investissement. Donc, voilà ce qu'on va faire. Ensuite, il y a déjà un nom où vous... Ouais, peut-être l'Optilab. Hein. L'Optilab, ouais, on va essayer de c'est bien, c'est bon, il faut décliner comme ça. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, on va pouvoir, je pense, lancer ça assez rapidement. Ensuite, on a aussi la capacité à proposer des gens qui sont ce qu'on appelle des aumôniers d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens donc, qui sont là pour écouter un petit peu, avoir une discussion, en fait, tout simplement, mais des gens bienveillants. On va les appeler, ils vont discuter avec nous, ils vont voir notre problème, ils vont essayer d'aider. Voilà, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment important parce que je pense que en fait, la force de l'entrepreneur, souvent, c'est que c'est quelqu'un qui veut s'élever au-dessus de la mêlée, qui a une soif, une énergie, etc. Et sa faiblesse, c'est justement parfois aussi ce caractère individualiste parce qu'il se retrouve seul, isolé. Il a toujours un discours comme quoi il faut s'en sortir uniquement individuellement, pas d'abord individuellement et ensuite collectivement, vraiment uniquement individuellement. Et donc peut-être dépasser un peu ce stade-là, c'est une nécessité parce qu'en fait, si tu veux créer une économie prospère et même retrouver un pays prospère, c'est peut-être par ça que ça doit passer. Ouais, c'est ça. Et après, on va développer. Je pense qu'on va pas faire une course aux membres. On cherche des membres de qualité, en fait, des gens qui sont investis, en fait, qui sont intéressés par la matière et qui sont eux-mêmes capables peut-être de considérer en quoi ils peuvent aider leurs prochains ou simplement d'autres membres. Donc parce que oui, l'idée c'est aussi que c'est pas qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays, comme disait l'autre. Qu'est-ce que aussi les gens peuvent apporter, quelle est leur expertise dans quelques domaines que ce soit. En fait, c'est de faire un annuaire des select des meilleurs spécialistes de ce genre de domaine, quoi. Et après, voilà, par exemple, et dans le dernier point qu'on pourrait peut-être citer, c'est de faire un lab aussi qui serait sur, cette fois, un engagement un petit peu plus humain. Par exemple, le fait, alors je vais prendre un exemple un peu bateau, mais c'est pas vraiment bateau dans le sens où ça a vraiment une grosse portée, mais par exemple de voir en termes d'action sociale humanitaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on se met tous ensemble, vu qu'il y a des réductions d'impôts et qu'on peut créer des fonds là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, aider peut-être une centaine d'enfants quelque part, voilà, et mettre des volontés en commun là-dessus pour créer justement un événement qui a un écho quelque part dans le monde. Ça c'est vraiment une bonne chose et c'est des bonnes valeurs. Et est-ce que tu as déjà des premiers retours un peu des membres là-dessus? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que beaucoup en fait sur le lab d'investissement, ils disent 10% c'est incroyable et tout ça. C'est vrai que 10%, les gens, je sais pas s'ils se rendront compte en écoutant cette vidéo, mais c'est quand même un chiffre qui fait rêver beaucoup de monde. Généralement, ils sont habitués à leur livret à 2 et quelques pourcents. 10% c'est joli, c'est très joli. Et on n'est pas sur une notion de risque. Par exemple, on pourrait démontrer que sur certains, parce que c'est pas toujours le même placement, quoi. Il y en a certains où globalement on arrive à un risque quasiment de 0% en fait sur les fameux 10 qu'on promet. Donc voilà, et encore une fois, c'est pas l'idée de gagner de l'argent là-dessus parce que nous, du coup, on prend pas de commission là-dessus, contrairement aux banques. Donc quand on dit aux gens que, par exemple, si même on devait faire que 10% d'intérêt, ça serait redistribué. En fait, Optibiz n'a pas vocation à générer, on va dire, soit une cash machine, soit de l'argent pour moi ou autre. C'est vraiment quelque chose de plus grand, une communauté en fait qui a vocation à évoluer ensemble et à faire quelque chose de plus grand qu'elle à terme, si possible. Ça c'est vraiment des belles choses. Est-ce que il y a certainement des gens qui vont nous regarder là et se dire bon, tout ça c'est très intéressant. Moi peut-être que j'ai déjà pensé à créer une boîte, j'ai déjà pensé à faire quelque chose, mais les gens ont peur en fait. Ils ont peur parce qu'ils ont une aversion à la perte, une aversion au risque. Ils ont entendu beaucoup de choses. Ils ont vu des mèmes avec Nicolas qui paye sur Twitter. Enfin bref, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à se lancer un peu? Est-ce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il faut tout de suite se faire accompagner? Est-ce qu'il faut pas y aller si on n'est pas sûr? Enfin, il y a plusieurs écoles, j'ai l'impression. Donc, comment tu te positionnerais toi avec toute l'expertise que tu as maintenant sur ce sujet? La première chose, et tu l'as dit, c'est clairement de ne pas en fait se laisser manger par la peur. C'est vraiment un cancer, on va dire, moderne, notamment chez l'entrepreneur, d'avoir peur de tout.
Donc, J'ai l'impression que la peur, c'est la pire émotion, parce que la colère, elle te pousse au moins à avancer, même à tort. Mais la peur, elle te pousse à paralyser. Ouais, à rien faire, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc déjà, arrêtez d'avoir peur. Pourquoi? Parce que la peur évite pas le danger, comme on dit souvent. Oui, c'est vrai. Donc à partir de là, je crois qu'au contraire, il faut acquérir, en fait, s'auto-former sur beaucoup de thèmes, qui sont pas, par exemple, si je suis uniquement un bon technicien en électricité, comme on disait tout à l'heure, ça va pas suffire. Ouais. Il faut que j'acquière des notions de gestion, de comptabilité, que je comprenne un peu ce qui se passe dans ma boîte. Donc à partir de là, il est très important d'urgemment s'auto-former sur plusieurs thématiques. Il faut avoir un peu ce réflexe de vie, d'investir en soi. Ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est sûr que si on sent que, par exemple, voilà, je sais pas, un notaire, un expert comptable, ou même un avocat n'a pas vraiment le goût de comprendre notre vie, notre projet, changez. En fait, c'est que cette personne-là ne va pas vous donner un bon conseil. Ça, c'est très important, effectivement. Je pense que une entreprise qui réussit, c'est d'abord des rencontres avec des gens qui en ont quelque chose à faire. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en a quelque chose à foutre quand on commence. Ça, c'est terrible. C'est ça. Et après, vraiment aussi de se dire, j'ai envie de poser la question aux gens qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que vous voulez en fait vraiment dans votre vie, tout simplement. Est-ce que vous voulez, et sans que ça soit un problème, admettons, rester à travailler dans votre job avec une sorte de sécurité de CDI qui finalement reflète davantage une prison qu'autre chose, le plus souvent. Donc voilà, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous sentez en vous cette flamme, cette envie de créer quelque chose? Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apporter un message d'espoir en disant que les choses sont possibles. Je dis pas que c'est facile, l'entrepreneuriat. Je dis qu'en gros, quand on prend les bons outils et qu'on opère vraiment la bonne méthode, on peut arriver à quelque chose de sympa. À mon sens, en France, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen plus rapide de s'enrichir et d'acquérir sa liberté que l'entrepreneuriat si c'est fait correctement. Oui, bah oui. De toute façon, c'est ce dont on parlait un peu avant, mais sur en off, avant cette interview, sur le système des retraites. En fait, si on place de l'argent à 3%, il faut accumuler 1 million d'euros pour avoir à peu près 2 000 euros par mois. Et si on arrive à monter ce taux parce qu'on est intelligent et on a bien conseillé, si on arrive à le placer, c'était combien? C'est à 10% ou à... Par exemple, si on place à 10%, effectivement, moi, si jamais je veux chercher, par exemple, 10%, si j'ai 300 000 euros, admettons, de placer à 10%, si je ne compte pas la taxation, j'ai 30 000. 30 000, si je divise par 12, égale 2 500 par mois. 300 000, évidemment, c'est une somme. Mais est-ce que c'est vraiment inaccessible? L'entrepreneuriat, c'est le moyen d'accéder éventuellement, si on réussit à ces montants-là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je vais faire ça un peu en parallèle de mon CDI à côté, ou je vais faire ça, mais sans réellement avoir une volonté de passer à temps plein professionnellement là-dessus. Ils ont un peu une espèce de crainte. Ils se disent c'est pas forcément faisable, c'est pas forcément possible. Ça tient aussi à quelque chose de culturel, je pense, en France. Est-ce qu'il y a moyen de casser les jambes de ce mythe? Parce que c'est terrible. Là, c'est vrai que, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que Pôle emploi, France Travail, maintenant, on peut aider de toute façon quand on part pas sans sécurité. Potentiellement, si on a une rupture conventionnelle ou un licenciement, on a quand même des indemnités chômage qui vont nous permettre, pendant, admettons, 1 an et demi, de pouvoir se lancer en ayant un filet de sécurité. Voilà. Il y a ça. Ensuite, il y a le fait que, je crois, comme tu disais tout à l'heure, il faut bosser le mindset, parce que si en gros, dans ma vie, j'ai peur de tout ça, j'ai des fois même peur de réussir, finalement, je me rends compte que je préfère me plaindre plutôt que de tenter quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc, je crois qu'il faut travailler sur soi, sur des clés de libération, qui font qu'après, on a une idée plus claire et qu'on s'engage vraiment dans un projet avec une conviction intérieure, ce qui est la clé. J'ai envie de dire, souvent, les gens, ils disent, mais comment je peux faire pour vraiment être motivé? Trouvez votre conviction intérieure. C'est déjà un premier point. Et ensuite, si vous ne l'avez pas, commencez à marcher. Parce qu'en fait, si vous voyez votre propre état là tout de suite, peut-être que vous n'avez pas encore ce qu'il faut pour trouver cette conviction. Ouais. Néanmoins, si vous commencez à marcher, il y a des choses qui vont s'allumer. Et vous allez vous dire... C'est la fameuse phrase sur un idiot qui marche va plus loin qu'un gars intelligent qui reste assis. Absolument. Ouais. C'est vrai. Alors, il y a une allégorie qui est très connue dans philosophie, c'est celle de la caverne de Platon. Je ne vais pas faire le cuistre et la réexpliquer, mais une des choses à remarquer là-dedans, c'est que les gens qu'on voudrait sortir de la caverne pour leur montrer directement le soleil se rebellent contre ça. Et il y a beaucoup de gens, quand on leur explique que oui, d'accord, la France est un enfer fiscal sur le papier, et qu'en fait, en étant bien accompagné, bien aidé, etc., on peut arriver à faire des choses. C'est un discours qui est quand même à rebours de beaucoup de choses qu'on peut entendre à gauche comme à droite dans le spectre politique. Et on a des gens qui se rebellent par rapport à ça. Et en fait, on comprend qu'ils préfèrent garder mais ils le diront jamais comme ça, mais ils préfèrent garder leur difficulté ou leur souffrance et ne pas la guérir. Alors j'imagine que c'est un souci que tu rencontres très souvent. Est-ce qu'il y a une recette infaillible pour le désamorcer, ou est-ce que c'est parfois pas possible, malheureusement?
Des fois, c'est pas possible, malheureusement, ça c'est sûr. Zut. Là, des fois, voilà, il y a une configuration en face qui fait que, par exemple, on tombe par exemple sur ce que j'appelle des profils anxieux. Donc, peu importe en fait ce qu'on va leur expliquer, les justifications qu'on va donner, le fait qu'on engage notre responsabilité sur tout ce qu'on fait, etc., ça suffira jamais. Parce qu'en fait, ils choisiront le fait de douter dans tous les cas, d'avoir peur, voilà. Donc ça, c'est très difficile de faire changer un profil anxieux. Et j'ai envie de dire, des fois, on ne pousse pas, parce que c'est ces mêmes profils-là qui après vont vous appeler régulièrement en disant « Ah oui, j'ai vu ça sortir, est-ce que ça va pas mettre en faute le montage en l'air ?» Ils peuvent aussi vous insulter après, genre en mode c'est bon, tu m'as déjà proposé 4 fois, après, voilà. C'est vrai que la clientèle droit des affaires, elle est quand même respectueuse et c'est vraiment des gens. Enfin, je dis insulter, ça peut être juste parler sèchement, c'est pas forcément injurieux. En général, ils sont plutôt mesurés. Mais disons que voilà, la recette magique peut-être, c'est d'avoir des conversations avec eux déjà, de faire un point avant même de parler d'optimisation avec leur propre vie. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve dans le bureau à simplement discuter entre personnes normales et dire voilà, c'est quoi vos douleurs en fait, qu'est-ce que vous aimeriez, c'est quoi votre rêve par exemple, ou alors on retrouve la métaphore du médecin. Hein, c'est ça, mais qu'est-ce que vous aimeriez dans les prochaines années? Et en fait, voir si il n'y a pas une possibilité de le mettre en place tout simplement. Et après, quand les gens ils se disent mais en fait, j'étais à côté de la plaque, je me battais contre quelque chose qui m'apportait pas vraiment mon objectif de vie. J'étais comme en prison sans même m'en rendre compte, alors qu'il existait des solutions. Et 90% des gens acceptent d'ouvrir la porte et de sortir de là, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un côté négociateur du RAID ou du GIGN où il faut aller expliquer à la personne qui est retranchée dans sa vie et dans son malheur que attends, il y a une porte de sortie qui est possible et personne ne doit mourir dans cette histoire. Est-ce qu'il y a t'as en tête des cas par exemple de gens qui étaient vraiment mal engagés, qui étaient vraiment mal partis, qui étaient justement peut-être assez anxieux justement et que tu as réussi à ramener à des choses avec des belles réussites à la clé, quoi, à ramener dans le droit chemin, si je peux dire. Ah ouais, vraiment. J'ai des gens, par exemple, je sais pas, là j'ai en tête un président de SAS, c'est pareil, il voulait rien toucher, donc son comptable lui avait dit, il faut prendre un butin de salaire tous les mois avec nous 83% de charge, il n'y a pas d'autre solution, faut le collabo. C'est ça. Le mec travaille pour Bercy, hein, vraiment. Il a les tickets restaurants de comment il s'appelle, d'Éric Lombard, lui. C'est ça, il reçoit un petit mot personnalisé tous les ans sur voilà. Vous avez bien collaboré. Toutes les cotisations que vous avez générées, c'est incroyable. Et puis, voilà. Donc non, voilà. Et lui après, quand on lui a dit, mais on s'est rendu compte que il voulait un impact dans sa vie. C'est-à-dire qu'il se disait, en fait, c'est ma peur qui me fait agir comme ça, mais c'est vrai que si je pouvais, j'irais bien voyager pour aider un petit peu des populations et tout ça. Très bien. À ce moment-là, on lui a démontré que c'est simplement ces 4 000 € d'URSSAF qu'il payait tous les mois. On pouvait les enlever. Et donc, on avait du coup une enveloppe qui était plus à 5 000, mais qui était à 9 000. Donc très bien, il avait validé ses trimestres par ailleurs, donc tout allait bien là-dessus. Très bien. Du coup, avec une enveloppe à 9 000, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé un processus en plus d'automatisation de la partie conseil. Il a digitalisé son expertise quelque part, très bien. Et suite à ça, il a retrouvé du temps et du cash. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à voyager. Et aujourd'hui, je crois qu'il a créé 3 centres en fait qui hébergent peut-être 250 enfants. Ouais. Donc voilà. Encore une fois, on tombe sur j'ai beaucoup reçu, je redonne. Exactement. Voilà. Mais en fait, on est dans des prisons sans même s'en rendre compte. Et je crois qu'il faut vraiment faire un point honnête sur notre vie, à ce qu'on veut vraiment, ce qui nous limite encore, et les moyens qu'on est prêt à mettre en face pour se sortir de là. D'accord. Et est-ce que, alors à l'inverse, parce que maintenant qu'on a raconté des belles histoires, est-ce que tu as des cas un peu tragiques de gens qui se sont sabordés ou est-ce que tu as des choses un peu en tête à raconter, des choses surtout à ne pas faire quoi, pour qu'on mette un peu les deux en parallèle? Ouais, déjà, complètement. Ouais. Par exemple, si jamais. C'est là où ça va pleurer dans les chaumières. Hein. J'avoue, c'est des trucs dépendent que d'un seul conseil parce que c'est un ami d'ancienne date et alors qu'il n'est pas très bon. En fait, ça c'est un vrai problème en disant j'ai été conseillé par telle personne depuis 20 ans. Attention à ça parce que on est plus sur un lien. Depuis 20 ans en fait, c'est ça la question. Après quand on arrive, on se dit, des fois j'ai des gars, là j'en ai un en tête là, qui est justement un influenceur et tout ça, et le mec il me disait, en gros je me rends compte que mon expert comptable, pour le coup c'est un expert comptable, lui a fait perdre à peu près 40 000 € par an depuis 20 ans. En gros, parce qu'il était sur une entreprise individuelle. Ça va tellement vite parce qu'en plus, je peux confirmer parce que pour être dans un métier qu'on pourrait assimiler à l'influence aussi, que ça va vite je sais pas, 40 000, je sais pas, mais ça va vite de perdre des milliers d'euros juste parce que la forme de l'entreprise n'est pas en adéquation. C'est ça. Là, typiquement, s'il y a des gens qui nous écoutent, dès que vous avez une entreprise individuelle qui clôture à plus de 60-70 000 € de résultats, il faut faire quelque chose parce qu'en fait, le résultat va déclencher et des cotisations sociales sur ce résultat et une taxation à l'impôt sur le revenu, alors que ça ne correspond pas forcément à la trésorerie que vous avez. Et en plus de ça, ça va aussi alerter
l'administration fiscale. Voilà, ça, deux mots qui font très très peur aux Français. Je sais pas ce qui leur fait le plus peur entre Allah Akbar et administration fiscale, en fait, si tu veux. Est-ce que parce que ça peut être un peu intéressant aussi d'avoir des insights un peu. Toi, je sais que tu discutes un peu avec des gens haut placés dans les administrations fiscales. Quelle impression ça te fait? Quelle est la nature des rapports que tu as avec eux? Est-ce que tu es optimiste, pessimiste? Est-ce qu'il n'y a rien à en dire? Enfin voilà, c'est intéressant pour les gens parce que souvent c'est une espèce de boîte noire, l'administration fiscale. Ils ne se rendent pas compte du tout de ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce qu'on peut échanger avec ces gens, est-ce qu'ils existent physiquement, quoi? Ouais, disons que certes ils existent physiquement. Alors là en ce moment ils sont beaucoup en train de se digitaliser et d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de redresser tout ce qu'ils peuvent. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, il y a quand même des... Alors, est-ce qu'il y a des zones d'espoir dans tout ça? Oui, parce qu'en fait, disons qu'ils regardent certains axes, ils en laissent d'autres. Donc, c'est des fois dans les autres axes où on trouve des possibilités qui restent encore une fois légales, mais qui ne sont pas sujettes à contrôle. On ne craint pas l'administration dans le sens où tout ce qu'on fait est carré, dans tous les cas, et c'est sûr qu'ils peuvent regarder tout ce qu'il y a à regarder, c'est maîtrisé jusqu'au bout des ongles. Je sais que toi, tu vas voir tous les documents techniques quand ils sortent. En fait, le nerd absolu qui va lire les documentations que même les gens haut placés dans l'administration fiscale ne connaissent pas et ne comprennent pas. C'est ça, tous les BOFIP, tous les Francis Lefebvre spécialisés, enfin bref, il y a toute cette documentation technique qu'on va vraiment voir. Et mesdames et messieurs, cet homme est un martyr, il se sacrifie pour la cause, il va creuser le sujet que personne ne veut creuser. Absolument, j'encaisse les coups de fouet, mais c'est pour la bonne cause. Donc... on le remercie. Et après, voilà, il y a disons, il y a des axes en fait, qui ne sont pas utilisés par l'administration, il y a des niveaux de compétences qui sont, disons, en évolution là-bas, il n'y a pas que des super techniciens. Donc à partir de là, il y a des mesures, on va dire, des choses qu'ils reçoivent, où ils sont sur différents sujets et ils vont chercher, par exemple, cette année, si vous voulez savoir, il y avait la TVA sur les organismes de formation. Ah oui, oui, on en a parlé un peu dans la presse d'ailleurs. Donc voilà quoi, en ce moment, voilà, c'était de se dire finalement, ils n'étaient pas sur des formations qui étaient professionnalisantes, c'était du loisir, donc ils sont assujettis à la TVA, quand bien même ils auraient un papier de l'administration qui dit que vous êtes exonéré de TVA. Ouais. Donc on est exonéré jusqu'à preuve du contraire, on va dire ça comme ça. Ça c'est quand même le grand truc en France, c'est la croyance dans le rescrit, c'est-à-dire en gros pour ceux qui ne savent pas, le rescrit c'est on pose une question à l'administration fiscale, ils répondent et normalement ça les engage. Sauf qu'ils certifient toujours les choses dans un certain cadre et dans un certain moment, et il dit s'il y a une condition qui a changé, ça s'applique pas. C'est comme si je certifiais Brice Robin avec sa chemise noire, mais si demain tu mets une chemise bleue, c'est plus le même Brice Robin. Et là on peut lui faire tout ce qu'on veut. En fait, l'administration, elle dirait même pire encore, elle dirait est-ce qu'elle était vraiment noire? Je pense qu'elle était bleu marine. Du coup, c'est pas la même réponse. Bon, c'est pas bien compris, vous avez dit noir, mais t'es pas noir la chemise de l'administration. Et non, l'administration utilise du coup les rescrits des fois pour en fait simplement constituer une liste de dossiers qui sont fragiles. Déjà parce que en fait toi-même t'y croyais pas quand tu l'as envoyé, tu dis est-ce que vraiment je suis dans les clous ou quoi? Ils vont dire ouais c'est bon, vous êtes dans les clous, et après dans 4 ans ils vont dire ah ouais mais attendez, vous m'aviez pas dit que la chemise était finalement noire, donc ça change tout. Et hop, ils viennent redresser. Et il faut expliquer aussi le 4 ans parce que c'est ça qui est particulièrement vicieux, c'est que la prescription fiscale en France c'est 3 ans plus l'année en cours, donc ils viennent à 4 ans moins un jour, mais vraiment quand on dit moins un jour c'est que c'est 364 jours quoi. Et donc t'as des tas de gens qui tombent souvent c'est le 31 décembre les clôtures, donc ça tombe le 30 décembre, 29 décembre, 28 décembre, ils se mangent des messages et ça dure 6 mois parce que le contrôle fiscal il est lourd en fait d'un point de vue mental, donc c'est difficile à encaisser. Après voilà, il y a des rescrits qui sont quand même utiles à aller chercher, il faut vraiment disons utiliser de sa stratégie et vraiment pour voir s'il est utile d'aller chercher le rescrit ou pas. Si c'est quelque chose où globalement il n'y a pas forcément de redressement derrière mais que c'est utile dans le cadre d'un montage, c'est pas plus mal d'aller le chercher, ou vraiment on sait qu'il faut y aller. Par contre si c'est quelque chose où on est vraiment fragile, certaines personnes choisiraient de ne rien dire, de le tenter, et si jamais il y a un contrôle de l'administration, de simplement le justifier. Oui, c'est ça. Moi-même, ça m'est arrivé de poser des questions à l'administration fiscale sur des choses, mais c'est effectivement à utiliser avec une modération et parcimonie, comme on dit maintenant. Mais écoute, en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que, d'un point de vue peut-être plus philosophico-politique, quel regard tu portes sur l'impôt en France? Parce que c'est aussi ça, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas suroptimiser parce que je considère que je dois quand même des choses à mon pays, etc. Est-ce que toi, tu rejoindrais cette mouvance, disons, libertarienne pour aller vite, qui dit pas d'impôt, ou est-ce qu'au contraire, tu comprends, est-ce que tu t'adaptes aux gens, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement, de ce sujet? Si je devais dire, je prends souvent cette image-là de dire que la France, c'est comme un grand crédit CTLM, c'est-à-dire que globalement, on n'aura jamais fini de rembourser les intérêts. Donc à partir de là, à nous de voir si on veut contribuer à des dépenses qui sont, pour moi, excessives au niveau de l'État, et plus globalement à un système qui n'a pas démontré le fait qu'il recherche une bienveillance dans sa trajectoire. Oui, alors ça c'est une façon très euphémique et très belle de dire quand même que la vie se resserre d'année en année et que le nombre d'impôts augmente.
Absolument. Donc là, c'est compliqué pour ça. Je dirais que pour moi, je comprends les gens qui veulent payer des impôts et ma foi, rien ne les en empêche. Après, je comprends aussi les gens qui sont vraiment en souffrance avec ça, qui payent beaucoup trop ou qui voudraient payer moins parce qu'ils ont d'autres projets, ils ont des enfants, ils ont une maison à acheter, ils veulent voyager, parce qu'ils travaillent beaucoup tout simplement. C'est donner des moyens à ces gens-là qui leur permettent simplement d'atteindre leur objectif. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il suffit d'un conseil pour débloquer une situation, enfin un conseil qui est accepté, et que trouver le conseil, c'est déjà une difficulté, l'accepter, c'est une deuxième difficulté, et finalement, il n'y a pas de troisième difficulté une fois que ça a été fait. Donc, on encourage les gens à se documenter. Alors, s'ils veulent prendre contact avec toi, on mettra, j'imagine, comment dire, tous les petits liens, tous les petits contacts dans la description de la vidéo. Tu vois, tu prends des nouveaux clients régulièrement, enfin, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Non, après on crée à peu près, pour donner une idée, on crée peut-être entre 150 et 200 boîtes par an à peu près, quoi. Donc ça se. Vous faites aussi d'accompagnement pour la création d'entreprises. Ouais, concrètement on fait ça, c'est-à-dire qu'on crée des boîtes qui sont optimisées, c'est-à-dire qu'on paye moins de taxation qu'une boîte traditionnelle de type URL ou SASU. Voilà quoi, c'est des textes qui nous placent sous d'autres régimes qui sont plus avantageux. On accompagne dans tout ce qui est cession d'entreprise aussi et reprise, tout ce qui est modification juridique, secrétariat juridique, appro des comptes, bien sûr. Et après voilà tout ce qui est un petit peu restructuration, quand par exemple typiquement des gens arrivent avec 3-4 boîtes, c'est pas optimisé. En général, j'offre le rendez-vous et je dis écoutez, je l'offre. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais trouver les axes en fait et je vais proposer à la fin un devis. Et je dis voilà, vous faites pas. Mais quand la personne elle voit qu'elle va gagner 30, 40, 50 000 euros et plus, globalement elle accepte. Elle n'a pas de raison d'hésiter. Voilà, c'est très rare. Je crois que des fois, j'ai eu une personne ou deux qui est quand même restée d'un point de vue dubitatif sur la solution, à se dire c'est trop beau, c'est trop beau. Est-ce que c'est vraiment possible tout ça ? Il y a le côté moi on me la fait pas. Je veux pas tomber dans le panneau. C'est ce que j'ai entendu aussi. C'est si ça existait, ça se saurait. Mais en fait, non. Oui, ça se sait, mais pas de toi. C'est ça le cœur de l'affaire, en fait. C'est que t'as pas le niveau. Écoute, tout ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, finalement, t'es porteur quand même d'un beau message d'espoir pour tous ceux qui veulent faire de façon générale. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est une mission, c'est une belle vocation. Après, ça doit pas être fait n'importe comment. Il y a vraiment des belles choses à faire. Il y a des gens à servir, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment considérer qui on va servir et comment on va le faire, pour apporter vraiment la meilleure valeur ajoutée. Ça change le monde, en fait, si on fait ça, dans la prestation qu'on donne, et en échange de quoi les gens sont prêts à nous rémunérer, c'est pas une difficulté. C'est ça, en fait, souvent un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose tellement bien que d'autres sont prêts à le payer pour ça, et donc l'optimiser, c'est aussi lui permettre de persévérer dans son être, dirait Spinoza, d'être encore plus lui-même, quoi, et de pousser sa logique jusqu'au bout, et c'est quand même quelque chose qui est... bon pour lui, bon pour tout le monde, je pense. C'est ça changera sa vie, ça changera aussi la vie de sa famille et ça probablement impactera d'autres personnes, comme par exemple les salariés qu'il pourra avoir ou les aides, peut-être les œuvres qu'il voudra lui-même soutenir après. Parce que vu qu'il a ce cash-là, ou même des fois, souvent, j'avais un entrepreneur là, qui me disait c'est tellement grave, en fait, tellement je paye d'impôts que j'ai pas d'argent, j'ai pas de trésorerie pour pouvoir investir dans, par exemple, mon développement, ma recherche, par exemple. Ouais, c'est un souci récurrent, ça. Voilà, c'est ça. Donc ils disent en gros, je suis pas aussi compétitif qu'une boîte à l'étranger qui, elle, a cet argent-là. Ouais. Donc, en gros, c'est justement redonner ces moyens d'avoir un choix pour sa vie perso, un choix pour sa boîte, et de reprendre un peu les rênes. Moi, j'encourage les gens à croire qu'il y a des solutions disponibles, il y a des solutions possibles, et à vraiment se poser sur leur vie, à savoir ce qu'ils veulent vraiment de tout ça, et à avoir le courage d'aller simplement devant un miroir, de regarder ce qu'ils voient dans ce miroir-là, et de décider de tenter quelque chose, ne serait-ce que ça. Suite à ça, ils s'entourent des bonnes personnes, ils voient qu'il y a des solutions possibles, et leur vie est transformée. Mais écoute, c'est un très beau message d'espoir. Quel regard tu portes, toi, sur toute la mouvance de gauche qui dit qu'il faut taxer les riches de plus en plus ? Est-ce que ça te semble même faisable techniquement ? Est-ce qu'il y aura toujours des niches pour y échapper ? Est-ce qu'il y a toujours des montages à faire ? Est-ce que c'est des gens qui ont simplement compris le principe de l'argent ? Enfin, quel regard tu portes là-dessus ? Je dirais que déjà, si c'est des gens de gauche, c'est parce qu'en fait, ils préfèrent que les autres soient taxés à leur place. Quoique je ne dirais pas que les gens de gauche n'ont pas pour autant d'argent, parce qu'on sait que les élus politiques, par exemple, alignent quand même des beaux patrimoines. Oui, Mélenchon, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, par exemple, et d'autres encore. Mais le fait est que je dirais que oui, on trouvera toujours des solutions de toute façon par rapport à ça, à trouver justement des choses qui ne sont pas... Ceux qui font les lois, ce ne sont pas des techniciens non plus. Non. Voilà quoi, vraiment poussés. Les gens ne se rendent pas compte dans les conditions dans lesquelles sont faites les lois. Moi, j'ai des amis qui sont attachés parlementaires ou qui ont même été députés. Et c'est intenable comme
comme niveau d'amateurisme en fait, ce qui se passe à l'Assemblée. Parfois, ils ont besoin, par exemple, de produire beaucoup d'amendements pour faire des embouteillages législatifs. Et les amendements, c'est n'importe quoi. En fait, si un jour le moindre de ces amendements était voté, le pays s'effondrerait instantanément, quoi. Non, mais je crois que la taxation, elle n'est pas forcément, disons, elle n'est pas la solution à la difficulté de la France. Je pense que déjà, il faut vraiment revoir la notion de dépense. Ça, c'est clair qu'on paye en fait des trucs qui sont vraiment discutables. Et il y a des milliards et des milliards à économiser de ce point de vue-là. Des aides qu'on donne à des pays étrangers alors que nous-mêmes on est en difficulté, on ne sait pas pourquoi. L'Europe coûte cher. Voilà, c'est des thèmes. Il y a plein de. Il y a vraiment pas mal de choses là-dessus. Et après, j'ai envie de dire, si je devais aller chercher de l'argent, où j'irais les chercher? J'irais plus les chercher justement dans les placements qui sont dans les paradis fiscaux. Parce que, en fait, ceux-là ne sont pas de l'optimisation fiscale, encore une fois, c'est de la fraude fiscale. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, là, c'est vraiment qu'on a utilisé des techniques pour éluder l'impôt, on a dissimulé et donc on a mis nos sous à l'étranger pour pouvoir échapper, on va dire, voilà, au regard un petit peu de l'État. Et nous, ce qu'on essaye de faire au contraire, c'est, en restant en France, de légaliser par l'optimisation et de payer une taxation qui est raisonnable. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais clairement, vu les milliards qui sont à l'étranger, si jamais on avait ne serait-ce qu'un redressement comme c'est censé l'être, de toute façon, sur l'argent qui est dissimulé à l'étranger, vu que c'est redressé avec 80% de pénalité, plus du coup les intérêts de retard, je pense que le déficit de la France... il irait beaucoup mieux. Les 3 000 milliards sont easy, là. Ça irait nettement mieux, quoi. Si on limite les dépenses et qu'on va chercher des sous de ce côté-là, franchement, ça appauvrirait pas plus les Français, parce qu'il y en a qui sont quand même dans des postures difficiles. On voit qu'il y a des gens là vraiment qui baissent en niveau de vie, en qualité de vie, et ça fait peur à beaucoup de monde. Donc non, vraiment, aller chercher les vrais axes, en fait, plutôt qu'aller chercher, je sais pas, un effort commun qui fait qu'en réalité, ça sauvera rien du tout. Rien ni personne, Alors ce sera ma dernière question pour terminer. Si je t'amène quelqu'un, c'est une question que j'aime bien poser aux gens, si je t'amène quelqu'un, vraiment, disons, il a monté une auto-entreprise, il ne sait pas trop pourquoi, mais il a monté une auto-entreprise, il a besoin d'être un peu coaché, d'être un peu convaincu de rejoindre Optimis. C'est quelqu'un qui a quelque chose à proposer, mais qui est dans le flou complet d'un point de vue technique, comptable, administratif et tout. Comment en 3 secondes tu le convaincs en 3 secondes ou un peu plus, en 1 minute, tu le convaincs de rejoindre Optimis et de souscrire immédiatement? Ce que je lui dirais déjà, c'est de ne pas rester seul. Pourquoi? Parce que quand on est seul, on n'a pas vraiment le niveau de conscience de ce qui est bon pour nous. Ça paraît dingue de dire ça, mais c'est très vrai. Donc c'est un premier point. Ensuite, je dirais que dans le cadre de l'auto-formation, nous on donne des ressources qui permettent justement d'aller sur les points clés, parce qu'on a déjà identifié les fragilités justement des auto-entrepreneurs notamment et d'autres chefs d'entreprise. Il faut qu'ils aillent sur les notions de gestion. Voilà, on a rédigé des articles souvent de 2000 mots. C'est vraiment des contenus costauds, quoi. Très agréable à lire. C'est bien fait. Voilà. Après, souvent les gens ils disent ça, ils disent mais si je veux réussir dans la vie, avec qui faut que je m'entoure de qui? J'ai envie de dire avec des gens qui ont réussi. Oui, c'est ça. Soit toujours l'homme le plus pauvre de la pièce. En fait, c'est la règle de base. Donc, là, en fait, en discutant avec des gens, ces gens, ils sont déjà passés par nos difficultés qu'on va vraiment éprouver. Donc, en gros, on gagne du temps qu'il arrive. Ça, c'est sûr aussi. Et après, voilà, on va en fait saisir, par exemple, si je dis, tiens, ma dernière idée, c'était d'acheter un studio en centre-ville et de faire de l'immobilier avec ça, on se rendra compte que c'est pas top. Donc, on va se dire, mais par contre, ce mec-là, il a fait en fait une histoire de coworking avec des bureaux. Finalement, sa rentabilité, elle dépasse les 15-20%. Il rembourse son bureau en moins de 5 ans. Là, on va commencer à se dire, c'est incroyable. Mais on n'entend pas ça. En fait. Donc, l'idée, c'est d'être dans un environnement privé où on va avoir des bons tips qui vont changer notre vie, nous amener vraiment sur une dynamique de croissance et où on va gagner du temps comme pas possible. Et voilà, ça fait super envie. Donc on mettra tous les liens vers Credo Avocat, vers Optibiz, etc. en description. Très belle initiative, merci beaucoup en tout cas d'aider si gentiment, de façon si je dirais désintéressé, en tout cas vraiment très altruiste, vraiment merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, franchement c'est un plaisir de discuter de ça. On n'a pas beaucoup parlé de littérature aujourd'hui, mais en même temps on a parlé d'un sujet connexe qui sont les conditions dans lesquelles une industrie culturelle peut exister, et c'est quand même pas à négliger, c'est un sujet qui est trop souvent laissé de côté, alors qu'en réalité il a une importance cruciale. Merci encore à l'espace Colada Cocktail donc de nous avoir accueillis dans un beau décor avec du spiritueux, une jolie maquette de bateau derrière toi. Merci à l'équipe technique qui fait un super boulot. Et puis écoute Brice, tu reviens quand tu veux, ça a été un plaisir de discuter, on aurait pu continuer encore comme ça longtemps. C'est très gentil, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis voilà, j'espère que ça peut aider des gens peut-être à reconsidérer un petit peu leur point de vue, mais il y a des solutions, il y a des choses à faire, et si, comme on dit souvent en anglais, when there is a will, there is a way. Qu'est-ce que c'est bien dit. Merci.